Bonjour et bienvenue sur GITV. Mon invité du jour, Miko Blujon-Méred, l'expert de la géopolitique de l'hydrogène à Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour Laurent. Merci à vous de partager votre temps pour nous instruire aujourd'hui, parce que c'est comme un cours de Sciences Po, hein, on va parler des corridors, parce qu'en fait, ces grandes liaisons d'hydrogène, elles vont aller du producteur au consommateur. Il y a des chantiers importants avec notamment des liaisons entre finalement le sud de l'Europe et le nord, et éventuellement ça va aller jusqu'au Maghreb. Il y a deux choses à distinguer. C'est qu'il y a les réseaux physiques, donc les hydrogénoducs, les pipelines pour faire simple, et puis il y a les réseaux virtuels. Les réseaux virtuels, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'acheminer de l'hydrogène sous une forme XYZ, que ce soit de l'hydrogène brut, sous forme liquide gazeuse, ou que ce soit d'autres choses, ammoniac, produits semi-finis ou que sais-je, d'un point A à un point B avec une forme de flexibilité, mais sans avoir un hydrogénoduc au milieu de tout ça. Donc en Allemagne, par exemple, il y a eu durant toutes les années 2010 et le début des années 2020 cette logique que l'hydrogène allait se développer de manière assez facile avec des réseaux virtuels. Et on se rend compte que c'est quand même pas si facile que ça, et que pour justement dérisquer la filière, ce serait bien quand même d'avoir une base, un squelette, si vous voulez, d'infrastructures physiques qui permettent effectivement d'acheminer l'hydrogène du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Allemagne et de les amener jusqu'en Allemagne. A été publié, donc on connaît la carte aujourd'hui. On connaît la carte, c'est le CANERT 2032. C'est un réseau qui va coûter très cher, plusieurs dizaines de milliards d'euros évidemment, mais non seulement on a la carte, on a aussi le mécanisme de financement qui est particulièrement innovant, qui est très important à signaler, c'est-à-dire un mécanisme de financement qu'on appelle des avances sur amortissement, c'est-à-dire sur les 30 prochaines années, vous avez la banque de développement allemande, la KfW, qui finance l'intégralité du projet, et on fait les comptes en 2055. Quand en 2055, on verra combien les différents opérateurs utilisateurs de cette infrastructure physique auront payé pour tout simplement utiliser l'infrastructure physique, s'il reste un reliquat de dette, il sera partagé à concurrence de 3/4 par l'État. Mais s'il n'y a pas de dette et que l'infrastructure est rentable, en 2055, à ce moment-là, c'est fait. Alors, un réseau national, alors que nous, en France, on n'aura que 500 petits kilomètres si tout va bien. Alors c'est sûr qu'en Allemagne, par rapport aux 9000 km du CANERT 2032 qui ont été annoncés, ça fait peu. Mais toujours est-il que c'est qu'un début. Et là aussi, on peut penser que dans le cadre de la stratégie nationale deuxième édition, qu'on attend toujours, mais qui va arriver et puis qui est prête, chacun le sait depuis plusieurs mois déjà, on sait qu'il y a cette logique d'arriver dans quelques années, en tout cas si politiquement il n'y a pas de bouleversement d'ici là, à bâtir une forme de master plan, une carte de France des pipelines à développer un peu partout. Donc on verra peut-être la carte des pipelines françaises à l'échelon, ou en tout cas à parité d'ambition avec celle de l'Allemagne, peut-être en 2027 ou en 2028 si tout va bien. D'ici là, effectivement, l'Allemagne développe son réseau, les Pays-Bas développent leur réseau, l'Italie développe son réseau, l'Espagne développe son réseau, le Portugal aussi. Bref, autour de nous, effectivement, ça s'arrange, ça commence à monter. On peut penser à la Baltique également, avec le corridor qui vient de l'Arctique suédois et l'Arctique finlandais, via la Baltique au sens maritime d'un côté et via la Baltique au sens des pays de la Baltique, donc terrestres de l'autre côté, jusqu'en Allemagne. On voit évidemment les projets de pipeline, même s'ils ont glissé de 2 ans et 3 ans respectivement, les projets danois et norvégiens, c'est pareil, ils se mettent en branle. Et ils se mettent en branle avec des mécanismes de financement qui sont concrets. Donc dans ce contexte-là, partout autour de nous, on a effectivement ces réseaux physiques qui émergent. Partout autour de nous, on a les réseaux virtuels qui émergent aussi sous la forme de Green Shipping Corridor. On a vu qu'entre 2022 et 2024, on était passé d'un peu moins de 20 Green Shipping Corridors, donc c'est-à-dire des logiques d'accord d'un port A à un port B pour développer une liaison maritime entre ces deux ports, qui la route d'hydrogène en quelque sorte, soit basée exactement sur des énergies décarbonées. Est-ce que c'est de l'hydrogène? Est-ce que c'est l'hydrogène sous forme d'ammoniac? Est-ce que c'est l'hydrogène sous forme de e-méthanol? Là, pour le coup, ces différents types de Green Shipping Corridor ne rentrent pas tous dans le détail pour justement se laisser la possibilité de pouvoir toucher potentiellement à tout. On le voit par exemple entre le Green Shipping Corridor Singapour-Rotterdam, par exemple. Fin 2024, on a plus de 55 Green Shipping Corridor à l'échelle mondiale de cette manière, dont beaucoup convergent évidemment vers l'Europe et convergent essentiellement vers Anvers en Belgique, vers Amsterdam, Rotterdam aux Pays-Bas et vers évidemment bien sûr Hambourg ou Bremerhaven en Allemagne. Donc tout ça est en train de se mettre en branle. Et nous, la France en fait a du mal finalement d'un point de vue politique, cette fois-ci, pas tant d'un point de vue industriel, mais d'un point de vue politique, au niveau national comme au niveau des régions, à comprendre que la géopolitique de l'énergie en Europe de l'Ouest est en train de changer. La France, sur le secteur de l'électricité,
a été, grâce à son nucléaire évidemment, un fournisseur d'électricité majeur pour l'ensemble de la plaque européenne. Et dans ce contexte-là, la France a été un peu le cul-de-sac, si vous voulez, ou le point de départ, en fonction de comment vous voyez les choses, de cette plaque électrique européenne. Et l'hydrogène rebat les cartes. Là, l'hydrogène fait que la France devient un pays potentiellement de transit, ce que nous n'étions pas, ce que nous n'avons pas été. Et de transit par rapport à qui ? Ben déjà, par rapport tout simplement à l'hydrogène du Portugal, de l'Espagne. Donc là, c'est H2Med par exemple. C'est le programme H2Med, c'est même aussi tout ce qui peut se passer plutôt sur la partie atlantique avec des HISO, des Picasso, etc. Ça aussi, c'est dans le même genre de logique. Mais de l'autre côté, il y a aussi la connexion avec ceux qui en auront le plus besoin de cet hydrogène. Donc la connexion dans le nord-est avec l'Allemagne, avec la Belgique. Et c'est là évidemment qu'il y a besoin de faire cette connexion nord-sud. On verra passer les molécules en fait chez nous. Si je vous suis bien. On devient un pays de transit, un petit peu comme l'Ukraine était un pays de transit, ou la Biélorussie est un pays de transit pour le gaz russe depuis l'Arctique là-haut jusqu'à l'Europe. Donc c'est la même logique, sauf que nous n'avons pas cette philosophie. La France n'est pas organisée d'un point de vue énergétique comme un pays, ne se pense pas comme un pays de transit. Donc ça demande une révolution mentale, géopolitique, pour les décideurs nationaux comme les décideurs régionaux qui est assez fondamentale. Ça demande des coordinations qui, parfois, entre exécutifs locaux de droite ou exécutifs locaux plutôt de gauche, ne sont pas évidentes non plus. Donc, il y a aussi des leaders locaux qui veulent se présenter à la présidentielle, donc qui ont d'autres intérêts et qui ont finalement... Bref, vous voyez où je veux en venir, c'est difficile d'aligner effectivement toutes ces planètes-là. Mais au-delà de l'Espagne et du Portugal, il y a aussi effectivement les pays du Maghreb. Quand le président de la République se rend au Maroc pour faire la visite d'État au mois d'octobre 2024, c'est plus que pas innocent dans le sens où c'est clairement dans une logique où effectivement le Maroc peut être un fournisseur d'énergie, que ce soit sous forme électrique ou que ce soit sous forme de molécules, hydrogène ou de ses dérivés, effectivement jusqu'en France, voire au-delà de la France, via la France. Donc fondamentalement, ce qu'on voit aujourd'hui au Maroc, en Espagne, au Portugal, ça nous impacte. Et on voit la même chose en concurrence de l'autre côté des Alpes. Si je me place en Italie, là on a un gouvernement néofasciste, celui de Giorgia Meloni. Et eux, ils regardent l'Algérie en fait. Qui regarde l'Algérie, la Tunisie, effectivement, bien sûr, qui regarde la Libye aussi, qui regarde l'Égypte également, des deux côtés. Et pour le coup, le principal projet, donc South H2 Corridor, qui a été annoncé et qui est donc ce corridor qui passerait par l'Italie pour connecter donc la Tunisie, l'Algérie au sud avec l'Autriche et l'Allemagne au nord, eh bien fondamentalement, là aussi, on a un projet qui est plutôt financé, qui est bien soutenu d'un point de vue industriel, sur lequel on a des acteurs français qui sont impliqués, ou même, d'ailleurs, on pourrait dire que certains acteurs italiens sont impliqués aussi sur nos projets à nous. Je pense à la SNAM, par exemple, bien sûr, actionnaire de Teréga et qui est sur le projet H2Med. Donc fondamentalement, on voit qu'il y a effectivement de plus en plus de connexions qui vont du Maghreb ou de l'Égypte, voire même peut-être du Moyen-Orient pour certains. On peut penser là au projet d'exportation d'ammoniac, de néum, jusqu'en Europe de l'Ouest, notamment en France. Bref, toutes ces choses-là sont en train effectivement de se mettre en branle, de converger, mais il ne faut pas oublier que qui dit Maghreb dit logique de développement ou de co-développement. Et si ce co-développement n'intervient pas, on rentre dans des logiques de néocolonialisme. Et on le voit déjà, puisqu'on a vu au mois de mars 2025, tout simplement, des consortiums d'ONG tout simplement dénoncer le projet, pour le coup, South H2 Corridor, celui-là en particulier, et donc monter des coalitions à Bruxelles pour peser, pour qu'il y ait une prise de conscience au niveau européen que ces projets qui consistent à amener de l'hydrogène venant de pays qui n'ont pas de garantie de co-développement en l'état, de coup, soit effectivement mieux pensé, voire tout simplement ne soit pas fait du tout. Donc dans ce contexte-là, on voit déjà des enjeux géopolitiques nord-sud bien sûr émerger dans notre propre voisinage. Ce cours de Sciences Po Paris vous était offert par Nico Bujon-Méred. Merci pour ce décryptage, car on voit que ce n'est pas si simple, comme toujours, dès qu'on parle d'international. Et il y a d'autres sujets. Pensons au Groenland, par exemple. J'espère que Donald Trump ne va pas l'annexer. Merci à vous, à bientôt sur GITV.